Alors bonsoir à celles et ceux qui nous ont rejoints en ligne. Alors si jamais il y a un problème de son, d'image ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Yes, effectivement, vous êtes très nombreux aujourd'hui dans la salle et on est aujourd'hui présents en ligne. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter WeFit, puisque pour certains, c'est peut-être la première fois que vous découvrez WeFit. Alors WeFit, qui on est ? WeFit, on est une boîte de conseil spécialisée en produits. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients, les entreprises, des startups, scale-up et grands groupes, dans leurs enjeux stratégiques. Et ça, sur 3 pans. L'immersion, en venant renforcer leurs équipes. Le conseil, en les accompagnant sur leurs enjeux stratégiques, comme par exemple la transformation digitale ou la mise en place des OKR. Et la formation, en leur proposant des formations spécialement pour eux, pour faire en sorte de faire grandir leurs équipes. Alors grandir leurs équipes, c'est un bien grand mot, mais c'est tout simplement parce que nous, notre ADN chez WeFit, c'est de grandir ensemble, c'est notre conviction. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait des WeTalk, pour partager, apprendre et s'inspirer ensemble. Alors si l'aventure WeFit vous tente potentiellement, notamment pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas, je vous mets le QR code si jamais vous voulez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Alors je vais passer très rapidement les slides qu'on vient de voir en attendant l'arrivée du live stream. Hop. Alors, donc place au WeTalk. Donc ce soir, on a le plaisir d'inviter Savinien. Donc Savinien qui est CPO chez Partout. Donc Partout, qui est une entreprise qui aide les commerçants à mieux gérer leur présence en ligne. Et effectivement, Savinien, c'est pas un théoricien du produit. Il va vous parler de son expérience, de ses succès, mais aussi de ses échecs. Et aujourd'hui, Savinien, vous avez peut-être eu l'occasion déjà de le voir, puisqu'il a fait de nombreux webinars et des meet-up, tout. Il est même passé sur la ProduConf X et sur Clé de voûte. Et aujourd'hui, on a la chance de l'avoir sur un sujet qui le passionne tout particulièrement, l'IA, avec un objectif. Est-ce que intégrer de l'IA dans son produit, c'est transformer son entreprise pour la différencier par rapport à la concurrence, en faire un vrai levier stratégique ou un simple effet waouh. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements et d'accueillir Savinien Luc Béreil. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, merci à WeFit, c'est vraiment un plaisir d'être là. J'avais déjà participé à un premier talk il y a 3 ou 4 ans pour WeFit, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir ici. Du coup aujourd'hui, comme ça a été présenté, l'objectif c'est de vous expliquer un peu ce que l'on fait chez Partout et vous expliquer comment en fait on a pu intégrer l'IA au travers des années et pourquoi pour nous c'est vraiment très important pour nos utilisateurs mais surtout pour l'avenir de la boîte et vis-à-vis de nos concurrents. Du coup, juste pour démarrer, j'ai toujours fait du product management. En fait, à la base, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai détesté coder toute ma vie. J'ai suivi juste le parcours pour la simple et bonne raison que ça fonctionnait. J'arrivais à passer les années petit à petit, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, une fois que j'ai fini mon parcours d'ingénieur, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je sais coder, j'aime pas coder. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et en fait, j'ai rencontré une boîte qui s'appelle Catalina Marketing qui lançait un projet pour digitaliser des coupons de réduction. Ça ne me parlait pas du tout. Je ne connaissais pas le secteur, mais je me suis dit, de toute façon, je cherche un taf. On va essayer de partir là-dessus. Du coup, j'ai rejoint la boîte. J'ai démarré en mars. Je suis parti de la boîte en septembre. J'avais un poste de PO pour la simple et bonne raison que dans cette boîte, j'ai rencontré en fait une personne qui était directeur IT qui, lui, voulait partir de cette boîte pour aller construire une nouvelle boîte avec 3 autres personnes de la boîte, plus moi, à qui il avait proposé. Du coup, j'ai décidé de le rejoindre. Je ne le connaissais pas. Mais il était sympa. Voilà, on se voyait un peu se café, c'était sympa. Donc j'ai dit à ma boss que je partais. Du coup, le dernier jour de période d'essai, en vrai, j'aurais pu mieux gérer cette partie-là. Peu importe. J'ai fini un vendredi, j'ai démarré le lundi. Donc, dans une boîte qu'on a appelée Six Sense Digital. Donc, c'est une boîte qui était incubée chez Vinci Construction. Donc là, pareil, j'étais PM, on était 4 et en fait, on avait beaucoup d'argent, mais on n'avait pas de projet. Et donc, en fait, franchement, c'était trop bien, quoi. Il n'y avait que le positif. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour justifier de cet argent en fait que l'on a ? En fait, on va développer un produit. Donc on s'est dit, on va développer un produit, on a plein d'argent, ça va être cool, ça va être simple. Non, c'est pas si simple. Et du coup, en fait, on s'est heurté à plein de murs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré plein de boîtes chez Vinci Construction.
on a décelé via de la discovery que il y avait plein de logiciels qui étaient développés en interne, des logiciels qui étaient concurrents au sein d'entreprises du groupe, etc. Et on a détecté que 3 logiciels couvraient le scope complet de Vinci Construction. Et donc on a décidé de faire en sorte de récupérer ces logiciels en interne, de pouvoir les faire communiquer ensemble, et du coup de travailler un produit qu'on offrait à nos clients qui étaient les boîtes de chez Vinci Construction. Du coup, moi j'y suis resté 2 ans. En 2 ans, en fait, on a réussi à connecter tous ces produits-là et avoir une offre complète, et en plus de développer from scratch un produit web qui permettait de faire la même chose et sur tablette. Je suis parti de cette boîte parce que sur les 4 personnes avec qui on avait lancé le truc, j'étais le dernier à rester, tout le monde était parti. Et du coup, j'ai rencontré Partout. Donc Partout, faut savoir que c'est une boîte qui a 10 ans aujourd'hui. Moi, quand j'ai rejoint en 2018, elle avait 3 ans et demi. On était 25 à l'époque, j'étais le 25e dans la boîte avec 10 stagiaires, je pense, dans l'histoire. Mais surtout, j'ai rejoint une boîte où il y avait 5 développeurs, une personne au produit à ce moment-là, et sur les 5 développeurs, il y en avait 4 sur le départ. Donc ça m'a un peu fait flipper en rejoignant la boîte. J'ai une position assez confortable chez Six Sense, et arrivé dans un truc un peu compliqué. Mais c'était assez rigolo, et du coup je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé depuis et ce qui est Partout. Aujourd'hui on est un peu plus de 360 dans la boîte déjà, donc il y a eu une énorme croissance entre 2018 et maintenant, et on va continuer de croître. Sinon je vous ai mis mon LinkedIn et mon Strava, parce que mon Strava c'est vachement la mode en ce moment, et j'adore courir, donc si vous voulez qu'on suive et qu'on aille courir ensemble, on peut y aller. D'ailleurs j'y vais ce soir avec des potes si ça vous chauffe après. Du coup, est-ce que vous connaissez Partout? Juste non, non. Ouais, de nom. C'est déjà bien. Trop cool. Du coup, Partout, on est un SaaS du Souli, je vous ai dit, on a 10 ans. En fait, on gère beaucoup de choses aujourd'hui. À la base, Partout a été créé pour gérer les informations des établissements, donc des grandes enseignes, des petits commerçants. On récupère les informations, que ce soit les horaires d'ouverture, de fermeture, les photos, les adresses, etc. Et on les multidiffuse sur un certain nombre de plateformes en ligne, Google My Business, ça s'appelle Google Business Profile d'ailleurs, Facebook, les GPS, TomTom, Waze, etc., pour augmenter du coup l'impact SEO. Ça, Partout a été créé pour ça à la base. C'est la partie présence management. Mais depuis, on a développé plein de produits. On a des store locators pour localiser sur une carte les établissements des clients. On gère les publications sur les réseaux sociaux. On gère la réputation, la satisfaction des clients. On a développé un produit l'année dernière pour se comparer en tant que client par rapport à ses concurrents sur les positionnements SEO, la réputation en ligne, la satisfaction, etc. Puis, on a développé un produit de message pour aider à la conversion. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais ce qui nous différencie de nos concurrents par rapport à tout ça, c'est qu'on a une offre tout en un. Donc il y en a une seule plateforme. Quand je dis une seule plateforme, c'est une application web et mobile, mais c'est la même chose qui comprend tout et qui permet à nos clients du coup de gérer tout leur business depuis un seul et même endroit sans avoir à se connecter sur 400 sites différents. Et du coup, ce qui nous différencie de nos concurrents aussi, c'est qu'en fait, on a une application qui est très simple. En fait, quand on se connecte, vous allez avoir l'occasion de voir l'interface tout à l'heure, mais en fait, il y a très peu de choses parce que toute la complexité, on la gère nous, d'un point de vue back, qu'on n'affiche pas à nos clients. Donc je vous disais, Partout, on est un peu plus de 360 aujourd'hui. On a 15 000 clients dans le monde. Donc clients, c'est pas uniquement des grandes enseignes, c'est enseignes, petits commerçants, on a même des revendeurs. On équipe plus de 150 pays aujourd'hui. Donc on a des bureaux à Paris et des bureaux à Barcelone, mais on est capable de gérer depuis ces 2 endroits l'intégralité des points de vente de nos clients à travers le monde. On fait d'ailleurs 50% de notre activité à l'international depuis l'an dernier. Et j'ai mis 350 personnes, mais on a eu 10 onboarding lundi, donc 360 maintenant. Du coup, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous expliquer en fait, pourquoi l'IA elle est essentielle pour l'avenir et la croissance de Partout. Donc, pour faire ça, je vais vous expliquer déjà tout ce qu'on a entrepris comme travaux à travers le temps chez Partout. L'IA, ce n'est pas un truc nouveau chez nous. On a eu plein de problématiques dans le passé. Et du coup, je vais essayer de vous raconter l'histoire de tout ça. Et voilà. Donc, quand j'ai rejoint la boîte en 2018, une grosse problématique que l'on avait, et je pense que vous connaissez, c'est lorsque vous allez sur Google, par exemple, que vous tapez le nom du Franprix à côté, en fait, quand vous voyez la petite carte de Google Street View, potentiellement, ça montre l'immeuble qui est en face. Ça ne montre pas le Franprix. Et en fait, c'est toujours galère parce qu'on se demande où est vraiment en fait, cet établissement. On est obligé de se tourner, on galère, c'est peut-être pas la bonne adresse et des choses comme ça. Donc nous, on avait développé un outil en interne qui permettait de localiser
est de détecter les logos des établissements, des devantures des établissements, pour essayer d'afficher la bonne vue sur Google Street View. Si je tape le nom du Franprix, en fait, je vais avoir une interface qui tourne, qui regarde où est du coup le logo du Franprix sur la devanture et va positionner le pin sur Google Maps au bon endroit, sur la bonne vue. Comme ça, quand quelqu'un va taper Franprix, il tombera du coup sur la devanture du Franprix et pas sur le toit du Franprix ou sur l'immeuble derrière ou sur le parking du voisin, quoi. Ça, on l'a entrepris en 2018. On avait une personne à plein temps à ce moment-là qui, son job, c'était d'aller sur tous les établissements de nos clients. Donc, il y avait un truc à la chaîne, il y avait des boutons sur le côté qu'on ne voit pas là, mais il mettait suivant. Il allait donc regarder les devantures, mettre bien le PIN, etc. Et il avait développé cet outil qui permettait d'automatiser un peu tout ça. Alors, il y avait plein de cas où ça ne marchait pas, on devait le faire à la main, mais ça a fait gagner énormément de temps à ce moment-là. Et du coup, ça a augmenté la satisfaction de nos clients parce que on était les seuls à le faire. Ensuite, donc ça c'était sur la partie présence en ligne. Ensuite, on a développé un outil qui permet de centraliser des avis. Donc les avis, aujourd'hui, Google, ça paraît évident pour tout le monde qu'il y en a plein. On les regarde quand on va booker un resto, qu'on veut faire quelque chose. On regarde le nombre d'avis, on regarde la note moyenne. Mais au moment où nous, on a lancé notre plateforme de gestion des avis, il faut savoir qu'il y avait soit pas d'avis sur les fiches Google ou Facebook ou ailleurs, ou TripAdvisor, soit il y avait très peu d'avis. Et donc nous, c'était un pari en fait de lancer ça à ce moment-là. Mais au moment où on a lancé la récolte des avis, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que nos clients, ce qu'ils voulaient, en plus de pouvoir répondre à leurs avis, c'était savoir de quoi parlent ces avis. Parce que, en fait, au début, ils avaient peut-être 2 avis, mais aujourd'hui, ils en ont 2000, 3000, certains, ils en ont même 10 000 sur certaines fiches. En fait, ils ont besoin de savoir sur l'intégralité de tout ça, que disent les gens. Et manuellement, c'est vachement compliqué à faire. Donc nous, on avait travaillé un modèle en interne qui permettait, en fait, de détecter 2 choses. En fait, c'était de quoi parler l'avis. Est-ce qu'il parlait du service, de l'ambiance, de je sais pas quoi au travers de cet avis-là. Et ensuite, c'est savoir si l'expérience du customer était bonne ou pas. Et donc, c'était vachement difficile à sortir quand on l'a fait. Donc ça, c'était 2019. Les résultats, ils n'étaient pas très bons. En fait, ils étaient très bons sur certaines industries, très mauvais sur d'autres. Et donc, en fait, on avait décidé de ne pas l'industrialiser parce qu'on n'était pas ultra satisfait du travail qu'on avait fait. Mais on a quand même persisté. Derrière, on s'est dit, nous, en interne, on n'a pas le temps de le faire. Il y a des gens qui vont sans doute le faire mieux que nous. Et c'est sûr, il y en avait qui le faisaient mieux que nous parce que nous, on faisait ça sur notre temps libre, quoi. On développait des modèles, franchement, à l'arrache, quoi. Mais l'intention était là et on savait qu'il y avait un problème utilisateur derrière. Du coup, on est passé par une boîte qui s'appelle Glensible, d'ailleurs. Enfin, on a co-créé la boîte avec eux parce que c'était des chercheurs. Eux, en fait, ils avaient besoin d'avoir des use cases. Nous, on avait plein de use cases, mais on n'avait pas les compétences. Du coup, ça matchait bien entre nous. Et on avait un autre problème, c'était que on voulait savoir quels étaient les points positifs et les points négatifs qui ressortaient des avis pour un client. Est-ce que le service est bon ? Est-ce que les points de vente sont propres et des choses comme ça. Et ça, pareil, donc on avait besoin d'analyser les avis pour pouvoir le faire. Et donc cette boîte-là, Glensible, eux, savaient très bien le faire à ce moment-là. Enfin, très bien le faire. Ils savaient comment le faire, mais ils n'étaient pas sûrs des résultats. Et on a travaillé pendant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans avec eux, pour essayer d'améliorer leur modèle, pour obtenir des choses. Mais du coup, on a décidé à la fin de ne pas intégrer leur solution, qui était pourtant très très bien, notamment même en termes d'analytics. C'est parce que il y avait l'arrivée des LLM. On commençait à en parler. Et donc, nous, je vais vous parler juste après de tout ça, mais on a décidé du coup de ne pas passer par nos propres modèles, de ne pas passer par par les boîtes avec qui on avait travaillé, etc., mais plutôt passer par OpenAI, qui était un des premiers acteurs sur le marché à ce moment-là. Mais du coup, pourquoi ? Pour nous, c'est vachement essentiel. Là, je vous ai parlé de 3 use cases. En fait, à chaque fois, on partait de problèmes d'utilisateurs. Et on en a des centaines aujourd'hui à traiter. Et c'est des centaines de problèmes qui nécessitent, jusqu'à présent, des interventions humaines qui sont parfois très fastidieuses, très longues, très chronophages. Et donc, l'IA, elle nous permet de gagner énormément de temps parce qu'elle simplifie à fond, en fait, nos parcours utilisateurs. Vous allez le voir pendant la démo, mais c'est assez ouf. Ensuite, derrière, ça améliore la satisfaction client. Ce que l'on a vu, c'est que, en fait, on a des clients, soit ils ne répondaient pas à leurs avis, à leurs messages, à leurs feedbacks qu'ils recevaient sur l'interface. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, ils peuvent gagner énormément de temps pour le faire, mais surtout, derrière, la personne qui a laissé un avis, elle est trop contente, en fait, d'avoir un retour de la part de l'établissement pour qui elle avait écrit à la base. Et ensuite, derrière, ça permet de réduire les coûts. Je vous disais,
on règle des problèmes utilisateurs via des interventions humaines. Parfois, c'est des équipes complètes qui travaillaient chez nos clients pour pouvoir répondre à des avis, pour pouvoir gérer les réseaux sociaux, pour pouvoir faire, je sais pas, plein de tâches. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'autant de gens. Une personne suffit, voire plus personne dans certains use cases. Et je vous en montrer un qui est vachement intéressant juste après. Ça, en fait, je vous montre cette interface, mais je vais essayer de vous la montrer. Enfin, je vais essayer. Ouais, on va la montrer en live après. Ouais. Du coup, c'est notre interface. C'était le premier use case qu'on a essayé de traiter via un LLM. Ce que vous pouvez voir, c'est des avis clients qui sont laissés sur une interface. Et nous, on a ajouté un petit bouton qui permet en fait de suggérer jusqu'à 3 suggestions de réponses pour ces avis-là automatiquement. Donc, à la base, on avait travaillé ça avec un client qui, lui, passait en moyenne 5 heures par semaine. Alors, c'était le client complet, donc je crois qu'il y avait 2 personnes dans son service marketing. En tout, il passait 5 heures par semaine à répondre à des avis. Il faisait que ça. Donc, c'est un grand réseau de distribution, donc il y a des milliers de points de vente, mais ça prenait 5 heures quand même à 2 personnes par semaine pour pouvoir répondre. Donc nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut réduire ça ? On a travaillé avec eux et on a optimisé des prompts pour pouvoir faire en sorte d'avoir une expérience qui répondait, qui suggérait des réponses à des avis de manière automatique. Et en fait, ça a cartonné directement. À partir du moment où on l'a sorti, ce truc-là, ça a été ouf. Enfin, je crois que le premier mois, il y avait 15% de nos clients qui l'avaient utilisé, le mois d'après 40%, et après, ça fait que croître. Et ça, on l'a sorti il y a 2 ans et demi. Ensuite, le deuxième use case, c'est que, je vous ai dit, on a développé un outil de messagerie. En gros, nos clients reçoivent de plus en plus de messages sur Instagram, sur WhatsApp, par SMS, par Messenger, pour être contactés, parce que les gens, en fait, ils prennent moins leur téléphone pour appeler les points de vente, ils préfèrent les contacter directement par message. Et donc nous, en fait, on s'est dit, il y a une opportunité. On centralise les avis de nos clients, maintenant on va centraliser leur conversation. Et on s'est rendu compte en fait qu'ils recevaient énormément de messages. Nos clients se sont rendus compte qu'eux-mêmes recevaient énormément de messages. Ils n'avaient pas ils centralisaient pas tout ça. Donc ils répondaient. Il y avait une personne qui répondait pour Instagram, une personne qui répondait pour WhatsApp, une autre qui répondait pour les SMS. Enfin, c'était toujours des personnes différentes qui se parlaient pas forcément entre elles et donc qui répondaient de manière très différente à des clients. Et donc nous, on s'est dit, on va centraliser tout ça dans un seul et même produit. Mais là, il y a un deuxième problème qui est arrivé, c'est que en fait, il y a trop de messages qui arrivaient et du coup, ils n'arrivaient pas à gérer les afflux de messages pour pouvoir y répondre. Et il n'y a rien de plus insupportable que envoyer un message à une marque et pas obtenir de réponse. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand il y a un problème avec un service client, quand on envoie un message et qu'on ne reçoit pas de réponse, en fait, on est juste énervé, quoi. Et on en veut à la marque et potentiellement, on rachètera plus derrière. Donc nous, on s'est dit, c'est le moment de sortir notre propre assistant. Donc on a présenté l'année dernière à nos clients, on avait fait venir 200 clients dans nos bureaux pour leur présenter Jim. Donc Jim, c'est un assistant de réponse à des conversations. Et Jim, à la base, on s'était fixé un objectif qui était déjà monstrueux, de dire qu'il allait répondre à 70% des conversations le jour de sa commercialisation pour partout. Donc quand on dit répondre à 70% des conversations, c'est pas il reçoit un message et derrière il répond à ce message. C'est il gère une conversation de bout en bout et il clôture automatiquement cette conversation sans intervention humaine. Et donc le premier mois où on l'a sorti, il a répondu, il a dépassé, je crois que c'était juste, mais 70, et quelques % des conversations. Donc on était trop contents. Et ensuite, on s'est dit, en fait, on va le pousser et on va travailler avec nos clients pour pouvoir l'améliorer. Et aujourd'hui, il répond à plus de 80% des conversations. Et c'est déjà fou parce qu'en fait, trouver les 70 premiers %, c'était déjà un challenge. Mais aller chercher les pourcentages restants pour atteindre les 100%, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Et là, en fait, on arrive vraiment à les grappiller petit à petit. Et il est juste incroyable. Donc aujourd'hui, il répond à 80% des conversations, il les clôture automatiquement et du coup, nos clients, ça leur fait gagner énormément de temps parce que ils n'arrivaient pas à gérer l'afflux des conversations. Aujourd'hui, ils y arrivent et d'ailleurs, il est même capable d'assigner automatiquement les conversations auxquelles il ne sait pas répondre à un humain qui est notifié pour pouvoir le faire. Et du coup, ensuite, il y a une partie configuration, mais je vais passer cette partie-là pour vous faire la démo après. Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est très simple actuellement, mais ça va devenir assez compliqué d'un point de vue architecture chez nous, dans quelques mois d'ailleurs. Ça, en fait, c'est l'architecture que l'on avait mise en place pour pouvoir répondre, pour pouvoir suggérer des réponses aux avis reçus par nos clients. C'est simple, il y a une personne qui laisse un avis sur Google, je dis ça n'importe quoi pour un de nos clients.
notre client reçoit du coup l'avis sur l'interface de partout. Ce qui se passe derrière, c'est que il va avoir une personne de son équipe marketing qui va aller cliquer sur le petit bouton de suggestion de réponse pour cet avis-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est un appel à OpenAI, donc avec un prompt custom. Par défaut, en fait, on propose un prompt qui est très généraliste et qui répond en fait pour tout le monde dans 90% des cas. Mais on a la possibilité d'aller pouvoir l'éditer si nécessaire, mais généralement, il n'y a pas besoin. Ensuite, derrière, nous, on va stocker du coup cette réponse dans notre base de données et du coup l'afficher sur l'application. C'est aussi simple que ça. Et en fait, réellement, la fonctionnalité, quand on l'a sortie, ça a été genre 2 semaines de dev, quoi. Ça a été un mini truc chez nous. Pourtant, on a travaillé 3 ans avant, pour rappel, pour essayer de faire ça avec des boîtes par nous-mêmes, etc. Donc ça nous a changé la vie et ça a changé la vie de nos clients et ça a drastiquement réduit nos coûts. Du coup, en termes de résultats, là, je vous ai dit, on l'a sorti il y a 2 ans et demi. Cette fonctionnalité de suggestion de réponse aux avis, il y a eu 700 000, c'était encore il y a, je ne sais plus quand j'ai fait les slides que je te les ai envoyés, Adrien, mais je pense qu'on est quasiment plus à 800 000 suggestions qui ont été effectuées dans notre app. Ce qui est dingue, c'est que à la fin, ça nous a coûté 600 € pour avoir 800 000 suggestions. Donc, rappelez-vous, avant, c'était des personnes qui répondaient, donc des personnes qui ont des salaires, etc. Et vous savez, ça chiffre très vite. Et ces personnes-là, les 2 personnes qui répondaient, qui mettaient 5 heures par semaine pour pouvoir répondre, en fait, aujourd'hui, elles mettent littéralement genre 10 secondes par jour. Elles cliquent, elles font suivant, elles cliquent, parce qu'elles réfléchissent même plus, elles ont confiance. À force de l'avoir utilisé, d'avoir regardé les suggestions et d'avoir optimisé les prompts, aujourd'hui, elles gagnent du temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est, je vous ai dit, notre assistant Jim, il répond à 80% des conversations. Ça, en fait, on s'y attendait pas. Nous, on s'était fixé comme objectif les 70%. Ça nous paraissait inatteignable et on les a atteints dès le premier jour. Là, aujourd'hui, on est à 80%. On a une nouvelle target qui est à 85%, qui est ultra ambitieuse parce que là, on va chercher des choses qui sont technologiquement parlant pas prêtes sur le marché pour pouvoir... Je peux pas en dire plus, malheureusement, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, il faut savoir que les messages qui étaient reçus par nos clients, ils mettaient en moyenne 9 heures pour être répondus. Quand vous écrivez un service client, pour nos clients, en moyenne, ça mettait 9 heures pour obtenir une réponse. Aujourd'hui, ça prend 1 seconde via Jim. Et en fait, l'autre chose qui est dingue, c'est que, en fait, Jim, il répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui veut dire que n'importe quel point de vente qui est fermé, quand le directeur du point de vente dort, en fait, il y a quand même quelqu'un qui répond automatiquement aux questions qui sont posées par des customers. Et donc, en fait, n'importe quel business devient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, en fait, c'est un gain énorme pour nos clients parce que jusqu'à présent, s'ils mettaient 9 heures pour répondre, c'était des leads perdus. Aujourd'hui, en fait, c'est des personnes qui obtiennent des réponses et qui potentiellement viendront dans le point de vente derrière parce qu'ils sont satisfaits d'avoir obtenu une réponse. Du coup, on peut faire une petite démo. Yes, on va faire une démo live. En attendant, du coup, Savinien, le temps qu'on fasse la petite transition technique, j'ai une question à te poser. Vas-y. Pourquoi Jim ? Pourquoi Jim ? Pourquoi pas, en fait. En fait, il n'y a aucun rationnel derrière. On s'est vraiment dit, faut trouver un nom. On a vu que les assistants sur le marché, ça avait 3 lettres. On s'est dit, Jim, est-ce que c'est utilisé ? On s'est vraiment dit ça. Hein. C'était le premier guess. Jim, c'est utilisé ? Non. Ça sonne bien ? Ouais. On a fait un petit sondage dans la boîte. Vous aimez bien Jim ? Tout le monde a dit ouais. Et on s'est dit, ce sera Jim. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Du coup, pour la démo. Donc, je vous disais, on a une interface qui est très simple. Je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment beaucoup de produits aujourd'hui et énormément de fonctionnalités. Mais on a essayé de masquer tout ça. Donc là, l'interface que vous voyez, elle comprend 100% des produits développés par partout. Donc, il n'y a pas énormément de choses, ce que vous pouvez voir en termes d'interface. Si je vais sur la partie avis, donc on reçoit des enquêtes de satisfaction et des avis, mais peu importe, je vais prendre des avis. Ici, je vois les avis de clients. Et là, par exemple, je peux cliquer ici et ça génère automatiquement une réponse. Ce qu'on fait pour maîtriser nos coûts, c'est qu'on a limité le nombre de suggestions de réponses à 3. Donc là, je peux en faire une deuxième. Si elle ne me plaît pas, je peux en faire une troisième. Super, à la fin, je suis content, donc je peux la poster. Si je ne suis pas content, je peux aller l'éditer. Et si je trouve que les 3 suggestions ne me conviennent pas, en fait, je peux aller les flaguer. Et nous, en fait, on a alerté en interne pour pouvoir derrière soit aller modifier le prompt pour un client, soit en fait juste essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça crée un bug de notre côté. Donc ça, c'est la première chose qu'on a développée.
Là, ce qui est intéressant, ce qu'on est en train de développer, et d'ailleurs qu'on va sortir dans 2 semaines, c'est que vous pouvez voir ici qu'on a une liste de tags. En fait, les tags, ça permet en fait de connaître les sentiments au travers des avis. Jusqu'à présent, en fait, nos utilisateurs, on leur demandait de le faire manuellement. Donc, il y en a certains très motivés qui le faisaient. À chaque fois, ils définissaient une liste de tags et ils allaient taguer manuellement chaque avis qu'ils recevaient. Mais pareil, c'est très chronophage. Là, ce qu'on a développé, c'est un système en fait qui automatiquement va suggérer les meilleurs tags qui reviennent à travers les avis qui ont été étudiés. Et derrière, à chaque nouvel avis qui va être laissé, ça va venir automatiquement définir en fait un nombre de tags sur chacun des avis, ce qui va permettre à nos utilisateurs, enfin nos clients, de connaître quels sont leurs points forts, leurs points faibles, quelles sont les opportunités business qu'ils pourraient saisir en fait suite à toutes les remontées. Donc, je parle des avis, mais c'est aussi des feedbacks clients qu'ils peuvent recevoir. Ensuite, je vous parlais de Jim. Enfin, il y a d'autres cas d'usage d'IA, c'est qu'on a un outil pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Bon, là, pareil, on va faire des suggestions de posts par intelligence artificielle. Ce qu'on voudrait dans le futur aussi, c'est pouvoir générer des images, parce que en fait, c'est super important pour nos clients d'avoir des nouvelles photos pour leurs établissements ou pour leurs posts pour pouvoir animer en réseau. Mais sinon, si j'en reviens à Jim, donc ça c'est notre interface de message que je vous montrais juste avant. Donc ça c'est une conversation que j'ai faite au cas où ça ne fonctionne pas en termes de démo aujourd'hui, que j'ai faite ce matin. Mais ce qui est vachement important à la base, c'est la configuration. Je vous ai dit, on a une plateforme qui est simple. De base, ça on le fait une fois, après on n'a plus à y toucher. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, en tant que client, donc j'ai connecté toutes mes plateformes, Messenger, WhatsApp, blablabla, et je commence à recevoir plein de conversations. J'ai besoin d'avoir un assistant, Jim, qui y répond. D'ailleurs, Jim, il faut que je lui mette 80% ici, il n'est plus à jour. Donc, je sélectionne la liste des établissements pour lesquels en fait, je souhaite activer Jim. Derrière, en fait, par défaut, il va aller chercher dans la liste des connaissances de partout. Vu que l'on gère les données des points de vente de nos clients, les horaires, je vous ai dit, les descriptions, les photos, etc., on a déjà accès à ces données. Donc, si quelqu'un vient poser une question sur « est-ce que vous êtes ouvert demain à 9h ?» nous, on saura répondre oui ou non via Jim. Il a déjà ces infos-là. Mais en plus de ces infos, on va pouvoir l'enrichir du coup de knowledge supplémentaire. Donc, rajouter des questions. Donc, où est-on aujourd'hui ? WeFit. Ok. Donc là, on est là. Donc, au milieu des devis, on est chez WeFit. J'enregistre. Derrière, je vais pouvoir choisir un style de communication. Donc là, on voit qu'on est en train de changer les typos. Je pense qu'on a un petit bug, mais peu importe. Soit, en fait, il peut tutoyer, soit il peut vous voyer. Enfin, on définit le style, mais vous voyez, en fait, nous, on a simplifié la configuration. En fait, c'est c'est vraiment en 3 clics, quoi. Là, je vous le fais rapidement en expliquant et en détaillant. Mais globalement, en fait, nos clients, ils changent pas trop. Ils laissent décontracter les connaissances, ils laissent par défaut. Et s'ils voient au travers des conversations qu'il y a des nouvelles questions-réponses qui sont posées pour lesquelles l'assistant ne sait pas répondre, ils vont les rajouter petit à petit. Et nous, ce qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qui reconnaît les questions-réponses qui n'existent pas, et par rapport aux réponses qui ont déjà été données manuellement par nos clients, derrière, ça va enrichir ces connaissances. Je mets un petit message de bienvenue pour les plateformes qui l'acceptent, et là, en fait, par défaut, on cache le prompt. En fait, nos clients, nos utilisateurs, ils savent pas forcément prompter correctement. D'ailleurs, ils savent pas ce que c'est, d'ailleurs, dans la plupart des cas. Donc, nous, on le cache. Mais pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin et qui savent vraiment prompter, ils ont la possibilité de pouvoir le faire. Et là, on a aussi la possibilité de définir un message de transfert au cas où l'assistant ne sait pas répondre. Ensuite, là, ça on l'a sorti cette semaine, c'est que on a défini un certain nombre de triggers pour lesquels en fait on va déclencher un formulaire que l'on peut définir ici. Et ce formulaire, en fait, derrière, il permet de collecter un lead. Par exemple, je vous ai dit, un établissement, je vais dire n'importe quoi, un Franprix, il est fermé à 22h30, il n'y a plus personne. Quelqu'un écrit à 23h en disant bonjour, est-ce que vous avez ce produit en stock? Donc là, en fait, on peut avoir un formulaire qui va demander à la personne est-ce que vous êtes déjà cliente ou pas de chez Franprix. Si la personne dit non, en fait, on va lui demander c'est quoi son prénom, c'est quoi son nom, c'est quoi son mail, blablabla. On va collecter le lead, l'enregistrer soit dans un CRM qu'on est en train de développer en interne dans la plateforme, soit ça va pouvoir automatiquement l'envoyer sur le CRM du client, sur Salesforce, etc. Comme ça, en fait, derrière, les clients, ils perdent pas de lead, quoi. Alors qu'avant, ils les perdaient. Donc ça, c'est assez ouf. Et si la personne est déjà cliente, en fait, on peut dire c'est une communication en plus de la part de ce client-là.
Donc ça, on l'a sorti cette semaine d'ailleurs. Et ensuite, ça peut faire peur, en fait, de se dire j'ai configuré un assistant et maintenant, j'ai plus la main, c'est lui qui va répondre à toutes mes conversations. Donc, sincèrement, ça fait vraiment flipper, surtout quand on a des gros réseaux. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, il fallait avoir un petit outil pour pouvoir le tester. Donc, on a développé le petit chat qui est à droite là, où je peux tester mon petit assistant. Ok, bon, il n'a pas du tout répondu. Ah oui, parce que je l'avais dit dans le prendre. Je veux réparer mon vélo. Ok. Je veux prendre rendez-vous. Et voilà, donc là, vous avez vu, il répond à mes trucs. Là, je pense que j'ai pas bien configuré tout ça, mais normalement, en fait, il est censé derrière me demander mon nom, mon prénom. Mais vu que je l'ai fait cet après-midi pour préparer la démo, je le reçois ici. Vous allez pouvoir le voir. Hop, j'ai dit je ne suis pas client. Du coup, derrière, il me demande mon prénom, mon nom. Enfin, vu que là, je suis considéré comme déjà enregistré, en fait, il n'y a pas besoin de le faire. Et quels sont vos prix? Et donc ça, là, ce que je vous ai montré, c'est la partie configuration. Mais une fois que je l'ai activé derrière, tous mes clients qui vont me contacter via les différentes messageries WhatsApp, etc. En fait, Jim prendra la main et quand il ne saura pas répondre, il transférera du coup au responsable du magasin derrière qui lui pourra répondre manuellement. Mais nous, ce qu'on veut optimiser, c'est le fait qu'en fait, il n'ait pas à répondre dans le futur. Donc, on est en train d'enrichir de knowledge. C'est à peu près tout. Et ensuite, en fait, là, on a des grosses ambitions sur la partie IA. Déjà, on était les premiers sur notre secteur à intégrer l'IA via la partie suggestion de réponse aux avis. Derrière, on a été les premiers à avoir un assistant qui répond aux conversations de nos clients. Là, on a présenté, il y a 1 semaine et demie, on a fait ce qu'on appelle un Partout Product Show. En fait, on en fait c'est notre keynote à la Apple qu'on fait devant nos clients une fois par an. En fait, on a décliné ce que vous avez vu en partie configuration de l'assistant, où on a la possibilité derrière de lui dire soit tu réponds de manière textuelle, soit tu réponds de manière vocale. Et donc, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que lorsque vous allez appeler un point de vente, par exemple, si je reprends mon exemple du Franprix, le Franprix est fermé à 22h30, vous l'appelez à 23h, au lieu d'avoir une messagerie qui dit nous sommes fermés aujourd'hui, veuillez nous rappeler demain, nos horaires sont de 10h à 17h, là ça dit bonjour, je suis Michel de chez Franprix, comment puis-je vous aider ce soir? Et ensuite derrière je vais dire est-ce que vous êtes ouvert demain matin? Oui, nous sommes ouverts de 9h à telle heure, blablabla. Et du coup il est capable de répondre de la même manière qu'il saurait répondre textuellement, mais de manière vocale. Là, on est en train de travailler tout ça. Et en fait, notre objectif, c'est de toujours être en avance par rapport à nos concurrents sur ces sujets IA, mais toujours dans l'objectif de répondre à des problèmes pour nos clients. Ils ont de moins en moins de personnes sur les supports clients. Ils ont de moins en moins de personnes pour répondre au téléphone, pour répondre aux messages, pour créer des posts, pour faire des choses comme ça. Et donc, nous, l'IA, ça leur permet de leur simplifier la vie et de gagner du temps. Il faut que je revienne sur la presse. Exactement, donc petit changement technique. Ouais. Du coup, une petite question en attendant, pour broder. J'espère que vous avez compris déjà. Savinien, chez Partout, le service client, il y en a un ou c'est Jim? Ouais, alors ça c'est une bonne question. En fait, d'ailleurs c'est une très bonne question, j'ai carrément zappé de le dire ça. En fait, ouais, on a une grosse équipe de support client pour la simple et bonne raison que par défaut, en fait, notre onboarding est complexe. On est obligé de se connecter sur des plateformes, on peut pas le faire via de l'IA, via quoi que ce soit, on est obligé d'avoir des humains pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, je trouve ça cool en fait d'avoir des humains quand même dans tout ça. Mais en revanche, quand on a sorti Jim, on s'est dit que le meilleur moyen de gagner la confiance de nos clients ou de prospects, c'était de le mettre en énorme sur notre site web. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un chat qu'on appelle le Partout Chat. C'est une petite bulle, comme vous connaissez sur Intercom ou sur les bulles de chat classiques, là, qui s'affiche en bas à droite des sites web de nos commerçants. On l'a affiché sur le site de Partout. Et donc, aujourd'hui, c'est notre outil principal de récolte de leads. Les gens qui nous contactent, en fait, derrière, ils peuvent tester Jim. Donc, ils ont un mode démo à l'intérieur, mais textuel. Ils peuvent dire « Bonjour, je voudrais avoir une démo ». Et là, en fait, ils peuvent rentrer dans des use cases de prise de rendez-vous, de réparation de pare-brise et de trucs comme ça. Ensuite, ils peuvent aussi avoir plus d'informations sur nos produits, les tarifs, etc. Nous, derrière, ça collecte un lead qu'on met dans notre Salesforce automatiquement. On a un commercial qui rappelle dans les je ne sais plus combien d'heures derrière. Et donc, en fait, c'est juste trop bien. En fait,
fait, on est utilisateur des produits qu'on développe. Et c'était la première fois en fait qu'on était utilisateur des produits qu'on développe. Et aujourd'hui, du coup, l'activité de partout, on gère notre réputation, notre satisfaction au travers de notre produit. On gère la partie collection de leads entrants via notre produit. Et ça devient de plus en plus dingue, quoi. Voilà. Ah ouais, la zapette. Hop, je sais plus où c'était après. Yes. Là, du coup, je voulais vous parler du cycle de développement de tout ça, en fait. Qu'est-ce qui a changé entre avant l'IA et maintenant, l'IA, plutôt les LLM, entre avant les LLM et maintenant qu'il y a les LLM. Donc, en fait, on fonctionne comme tout le monde ici par il y a des problèmes utilisateurs ou il y a des opportunités business. Super. Je vous apprends rien. Derrière nous, ce qu'on faisait, et ce qu'on fait toujours d'ailleurs, c'est qu'on fait toujours un POC. Donc un POC, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, on développe un petit truc rapidement avec des développeurs, ou on le fait en no-code, ou des fois c'est même des gribouillis sur du papier, ou dans un Excel, ou dans un truc comme ça, et on le teste avec des clients. Derrière, on va itérer là-dessus, classique. Derrière, on va spécifier, blablabla. On va développer, on va shipper. Jusqu'à présent, je pense que tout le monde fait ça. Et ensuite, qu'est-ce qui a changé avec l'IA, voilà, ok. Mais pas grand-chose en fait. Le cycle, il reste exactement le même. En revanche, on va gagner du temps sur chacune des itérations de ce cycle. Là, pour détecter les problèmes ou les opportunités business, par exemple, quelque chose que l'on fait, c'est que la liste de tous les insights et tous les feedbacks clients que l'on a, jusqu'à présent, en fait, toutes les semaines, on avait un PM dont le job, c'était d'aller taguer tous les insights qui étaient laissés de la semaine précédente. Donc, il allait sur chacun des insights et il disait c'est pour quelle équipe, ça parle de quoi, c'est quoi le montant d'ARR, blablabla, blablabla. Et il faisait tout ça manuellement. Ça prenait pas tant de temps que ça, mais c'était juste un peu chiant, on va se le dire, quoi, à le faire chaque semaine, quoi. Aujourd'hui, en fait, on a développé un petit truc en interne qui vient taguer automatiquement tout ça. En fait, il regarde tout ce qui a été laissé comme insight la semaine précédente et tous les lundis matins, il passe dessus en disant « Ok, c'est quel montant d'ARR, je vais regarder sur Salesforce. Ok, c'est quel client, il y a combien de points de vente. Ok, ça va dans quelle équipe, qui fait quoi. » Et donc, en fait, ça fait gagner déjà au moins 1 heure à un PM chaque semaine. Et nous, ça fait gagner vachement de temps. Et surtout, je pense qu'on a aussi plus confiance finalement dans l'IA qui vient taguer derrière tout ça de manière uniforme plutôt que des gens différents qui viennent taguer finalement différemment des opportunités business ou des problèmes. Derrière l'époque, là en fait on gagne en temps monstre. Je vous ai montré Jim, mais en fait Jim, avant de le développer, donc ça nous a pris quand même bien 5 ou 6 mois à développer la première version de Jim. Mais par contre, moi j'avais fait un POC où en 2 heures, j'avais un Jim fonctionnel sur un point de vente avec du no-code. Et via l'IA. Tout ça juste en connectant, en branchant des tuyaux et le truc fonctionnait et ça marchait très bien, c'est juste pas industrialisable. En revanche, nous on a pu le tester, on a pu même avoir des opportunités de clients qui étaient vachement intéressés, qui voyaient le potentiel de tout ça et qui nous disaient bon ça sort quand quoi. En vrai, et nous on était là, là pour l'instant, on va juste passer à la 3e étape, c'est itérer avec vous et on va améliorer tout ça. Et une fois qu'on sera prêt, en fait, qu'on aura apprécié le truc, etc., on viendra vers vous et voilà. Et on a un client qui s'appelle Cash Converter en Belgique. D'ailleurs, eux, ils ont uniquement Jim. Ils ont supprimé complètement leur support client. Je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié de le dire. C'est qu'ils ont uniquement Jim qui répond. Et quand il ne sait pas répondre, en fait, le bot dit aux gens venez en magasin. Terminé, quoi. Ils ont supprimé le support client. Bon, bref. On itère avec eux. Ensuite, derrière, les spécifications techniques, on gagne un peu de temps, mais je ne rentre pas trop dans le détail. Mais là où on gagne beaucoup de temps, c'est en termes de développement. Tout ce qui est copilote, etc., je pense que tout le monde connaît maintenant, mais les outils d'aide aux développeurs à coder, nous, ça nous fait gagner vachement de temps. 2, ça motive à fond les développeurs chez nous. En fait, ils commencent à se former à fond et je sais pas, ils se challengent entre eux sur comment bien faire les choses, comment bien utiliser copilote, c'est quoi les dernières versions, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, comment font les autres dans les autres boîtes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a gagné en vélocité. On a eu des départs de développeurs l'année dernière. On s'est posé la question de savoir si on les remplaçait ou pas. Alors, on les a quand même remplacés, mais on a ultra gagné en productivité. On n'a jamais shippé autant que l'année dernière, pourtant avec un nombre égal de développeurs par rapport à l'année précédente. Et on parle de 40% de productivité en plus grâce à ça.
Et ensuite, derrière, il y a la release. Et alors, je disais copilote, mais ça nous aide aussi pour les traductions. En fait, jusqu'à présent, on passait par... je pense que c'est la galère pour tout le monde, en vrai. Les traductions de l'app, passer d'une langue à une autre, en signer un nouveau client, il faut passer l'app dans tel langage, etc. Bon, jusqu'à présent, on passait par des agences, par des softs, par-ci, par-là. C'était un peu galère. Là, aujourd'hui, on a une référente traduction dans la boîte. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, les traductions, elles sont faites directement dans les outils de traduction et puis, via de l'IA, quoi. Et ça nous fait gagner un temps de fou. Et pareil pour les communications, pour les releases, en fait, on écrit tout en anglais, français, espagnol par défaut, et ensuite on le traduit dans toutes les autres langues via de l'IA. Mais on a quand même des gens qui regardent si c'est bien traduit, mais ça fait gagner énormément de temps. Et pareil, d'un point de vue marketing, je crois qu'aujourd'hui, shipper des articles, c'est devenu ultra simple. Du coup, les enjeux. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a des enjeux techniques. Il y a un truc où je ne suis pas rentré dans le détail, mais je vais quand même en parler maintenant. Je vous ai montré un flow qui était très simple pour pouvoir suggérer des suggestions, pour pouvoir développer des suggestions de réponse à des avis. Mais en fait, au final, c'est juste un appel API à un assistant. En fait, aujourd'hui, on est en train de travailler sur toute une architecture de multi-agents chez Partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, aujourd'hui, on a un agent qui permet de suggérer des réponses à des avis, un agent qui s'appelle Jim, finalement, qui permet de répondre à des conversations. Mais là, on est en train de découper tout ça. On va avoir un agent qui permet de suggérer des réponses à des avis, un agent qui va permettre de suggérer des posts, un agent qui va pouvoir suggérer des réponses à des feedbacks qui sont un peu différents des avis, un agent Jim qui va pouvoir répondre à la première question d'un utilisateur, mais un agent aussi dans la conversation qui va pouvoir aller chercher des stocks produits dans un catalogue produit d'un client, un autre qui va pouvoir aller chercher dans notre base de données pour avoir les horaires, un autre qui va pouvoir générer une photo, un autre qui va pouvoir aller chercher un devis ou un pricing sur notre site web. Et du coup, on va découper en fait toutes les actions finalement qui devraient être faites par un humain par des agents. Et en fait, notre objectif derrière, c'est faire en sorte que les agents communiquent entre eux. Par exemple, si une personne dit « Bonjour, je voudrais, vous acheter, j'en sais rien, ce sandwich, je vais reprendre Franprix », en fait, au lieu de passer par tous les agents et se dire « Ok, il va passer par là, et le temps de réponse va être très long », en fait, on va avoir un agent qui va juste dispatcher la question et savoir et déterminer quel autre agent va pouvoir donner la réponse. Donc là, en fait, c'est l'agent qui va chercher dans les stocks produits. Donc l'agent, au début, il va recevoir une question qui est « Est-ce que vous avez ce sandwich en stock ?» Il y a l'agent qui fait le dispatch va dire celui qui le sait, c'est pas celui qui va faire les posts ou qui va répondre aux avis, c'est celui qui va chercher dans les stocks produits. Du coup, il lui envoie la question, lui il va chercher la réponse dans le catalogue produit et il le renvoie sur l'interface. Et donc nous, ça va nous permettre de réduire les coûts parce qu'on va réduire la taille des prompts. Ça va nous permettre demain en fait d'être beaucoup plus agile. Si il y a un agent qu'on veut killer pour X raisons, on kill celui-là, on kill pas tous les autres. Et du coup, en fait, on va être beaucoup plus efficace. Donc, pour faire le parallèle avec ça, c'est que les technos, elles évoluent vachement vite. Là, on le voit, le nombre de modèles qui sortent, le nombre de technos qui débarquent sur le terrain, en fait, c'est juste monumental ce qui se passe en ce moment. Et du coup, faire de la veille, ça prend du temps. En revanche, en fait, c'est ultra nécessaire de le faire. Nous, on a créé une équipe en interne qui s'appelle les AI Pioneers. C'est pas que des gens de la tech. Il y a des gens du marketing, il y a des ops, il y a des gens très intéressés par l'IA, où en fait, on les forme à l'IA, où eux sont déjà très bien formés à l'IA. Et leur objectif, c'est de faire le tour des équipes en interne pour connaître les problématiques, pas les problématiques IA, les problématiques des équipes. Et derrière, ils vont mettre en place des plans d'action avec ces équipes pour pouvoir les traiter via de l'IA. Et aujourd'hui, on a traité des dizaines, que ce soit en termes de support client pour améliorer des process. Nous, d'un point de vue produit, par exemple, je vous parlais du système pour pouvoir taguer automatiquement les insights. En fait, c'est issu du coup de ce groupe de personnes, des AI Pioneers, etc., etc. Et du coup, eux s'occupent aussi de faire de la veille. En réalité, on en fait tous un peu. On fait beaucoup de formations en interne. Et je vous parlais de notre truc qu'on fait après. Ensuite, je vous disais, l'IA, en fait, il y a une question de coût. Nous, on les maîtrise de manière très différente. Je vous disais, pour la partie suggestion de réponse aux avis, on a limité à 3 suggestions par avis. Du coup, on connaît le nombre d'avis qu'ont nos clients, on sait combien ça nous coûte une suggestion pour un avis, on sait quel est le maximum en fait, que l'on va payer. Et on sait très bien que l'ensemble de nos clients ne vont pas faire 3 suggestions de réponse pour chacun des avis qui ont été reçus. Donc en fait, on maîtrise nos coûts là-dessus. Ensuite, là où on maîtrise moins nos coûts, c'est sur Jim. En fait, Jim, on ne sait pas combien de conversations vont être reçues par nos clients derrière. Donc en fait, on a un système de paliers pour pouvoir répondre.
où on peut bloquer aussi l'utilisation s'il dépasse tant de budget, en fait il s'arrête automatiquement, etc. Mais on ne veut pas en arriver là. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les coûts des IA, plus on avance technologiquement parlant, moins c'est cher. Je pense que vous l'avez vu. En fait, avec notamment, si je reprends l'exemple d'OpenAI qu'on utilise aujourd'hui, en fait, OpenAI, plus ça va dans le temps, moins ça nous coûte cher. Et du coup, plus on peut faire de choses. Donc, c'est très stylé. Et tout le monde se tire un peu dessus en plus pour baisser les coûts. Donc ça, c'est chouette pour nous. Mais la question qui se pose, c'est comment on répercute les coûts. En fait, ça dépend si on est en B2B, en B2C, etc. Enfin, j'avais une discussion vachement intéressante aujourd'hui avec un PM qui fait du B2C qui me disait, pour lui, en fait, c'est ingérable en fait parce que il est incapable en fait de savoir combien de personnes vont utiliser un bouton dans son app qui utilise de l'IA derrière, et lui c'est une app qui lance en fait, donc en fait il a peur juste simplement de pas pouvoir maîtriser ses coûts et d'être un peu bloqué là-dessus. Merci beaucoup. Ensuite derrière, il y a un enjeu technique de mise à l'échelle. Ça c'est le parallèle avec ce que je vous disais juste avant. Moi j'ai fait un MVP en IA, on a tous fait des dizaines dans la boîte. En revanche, c'est beau d'avoir des MVP, ça fonctionne bien, on peut faire des démos, etc. Mais mettre à l'échelle derrière, c'est autre chose. Au début, nous, on a fait les trucs très rapidement pour les réponses aux avis et pour Jim. Aujourd'hui, on revient sur toute notre archi avec le multi-agent. Et le multi-agent aussi, c'est derrière, on a de nouvelles problématiques qui se posent. On a des clients qui veulent plus utiliser OpenAI. Ils veulent derrière utiliser, j'en sais rien, Mistral ou autre chose. Et donc, nous, on doit pouvoir aussi, selon les agents, pouvoir changer le modèle utilisé pour nos clients. Et parfois même, là, on se rend compte qu'on va avoir des clients pour qui ils vont avoir certains agents qui vont être du Mistral, certains qui vont être du OpenAI, certains qui vont être du Perplexity, etc. Donc, l'enjeu de mise à l'échelle, il est énorme. Il y a un gros taf à faire. Et c'est un boulot qu'on est en train de faire maintenant, mais qu'on va devoir refaire dans 6 mois parce que, une fois de plus, les technos, elles évoluent vachement vite. Et il y a peut-être un truc qui va être game changer dans quelques mois, dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, type opérateur d'OpenAI. Et on va devoir faire beaucoup de changements. Et la dernière chose, c'est que les attentes des utilisateurs, elles sont beaucoup plus fortes. Quand on a sorti notre première version de Jim, en fait, ça a eu un effet waouh qui était monstrueux. Vraiment, sur LinkedIn, ça a fait un buzz pas possible, etc. Ce qui était très très chouette. En revanche, après quelques mois d'utilisation, quand aussi nos concurrents se sont alignés sur nous, etc., en fait, on s'est rendu compte que les attentes des clients qui, au début, n'avaient pas d'attente. Nous, on a apporté une solution à un problème dont ils n'avaient pas forcément connaissance. Elles ont grimpé vachement haut, et donc nous il a fallu qu'on s'adapte aussi rapidement, et nos clients ils ont de plus en plus de connaissances en IA, ce qui est chouette aussi pour pouvoir discuter avec eux, mais du coup les attentes sont vachement élevées. Ensuite, je vous disais, en plus du coup de promouvoir l'IA au sein de notre application et pour nos clients, on le fait aussi en interne. Donc il y a plusieurs choses. Je vous ai parlé du coup du groupe qu'on appelle les AI Pioneers chez nous, mais en plus de ça, en fait, on explique, on fait des formations notamment lors des onboarding aux employés pour expliquer en fait à quel point l'IA, ça va les aider aussi dans leur travail. Ça va pas les remplacer, ça va les aider à mieux travailler, être beaucoup plus efficaces, et c'est l'objectif aujourd'hui chez nous de faire ça. C'est pas de supprimer des gens, c'est soit transformer les métiers des gens, mais du coup faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus efficaces, que ce soit beaucoup plus agréable pour eux de faire certaines tâches. Deux, en fait, nous on veut continuer d'être leader sur notre marché. Je vous le disais, on continue d'innover. Là, on a plein de sujets dont je ne peux pas forcément parler. Je vous ai parlé de ce qu'on a présenté jusqu'à présent, mais on a quand même 2 autres gros sujets dont on a hâte de pouvoir parler dans quelques mois, qui sont en développement, et en fait qui vont nous asseoir sur notre position de leader au moins jusqu'à la fin de l'année, voire mi de l'année prochaine. Et ensuite, derrière, en fait, j'ai fondé aussi un média qui s'appelle Tribes avec un des CEO de partout. Il y a 2 CEO, les 2 s'appellent Thibaut, mais avec un des 2 Thibaut. On avait fondé ça pendant le Covid. Et en fait, Thibaut, lui, donc CEO de partout, en plus de ça, il est devenu fan d'IA. C'est devenu le meilleur PM en IA qu'on puisse avoir. Il se forme surtout, il fait des webinars là-dessus. Et là, en fait, il a créé, je crois, franchement, il doit y avoir 10 heures de formation bientôt sur l'IA que vous pouvez retrouver sur Tribes ou sur YouTube en tapant Tribes, et ça s'appelle la IA Academy, et il y a une prochaine session qui aura lieu le 20 février que vous pourrez retrouver si vous connectez sur Tribes. Voilà, ça c'était... Ah oui, vous connaissez Dust ou pas? Je pense que la plupart... Ok. En gros, avant que Dust arrive, nous on avait la problématique de fournir un outil
pour permettre aux employés de partout de pouvoir développer leur propre projet via de l'IA. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en no-code une plateforme sur laquelle ils peuvent se connecter et développer leur propre GPT, en quelque sorte. Ils peuvent tout connecter. Ils peuvent dire, je veux connecter, je vais développer tel prompt pour, notifier telle personne tous les jours sur Slack. Et en fait, ils sont autonomes. Ils peuvent le créer directement depuis une plateforme en interne que l'on a développée en no-code. Et donc ça, c'est assez ouf parce que en fait, n'importe qui chez partout a accès à de l'IA et peut développer ses propres projets. Et ça a donné lieu à des projets en fait qu'on utilise au quotidien. Par exemple, quand il y a les entretiens annuels, en fait, on écrit tous des trucs, on a toutes nos idées qui sont réparties pour les gens tous les trimestres, donc il y a plein de bullet points, c'est pas du tout supervisé. On a une méthode en fait qui s'appelle la méthode Coin, je sais pas si vous connaissez, mais pour faire des feedbacks. Nous, on l'utilise pour nos entretiens annuels ou trimestriels. Et en fait, on vient juste renseigner tous les feedbacks qu'on a sur des personnes sur Slack. Et en fait, derrière, en thread, ça vient nous répondre automatiquement comment en fait on devrait s'adresser à la personne, sous quelle forme, les feedbacks sont bien structurés, etc. En fait, ça nous aide au quotidien. Ensuite, une autre alternative qui a été développée, c'est pour aller chercher des informations dans les différents outils de partout. On a un wiki, on a un help center, on a un Slack, et là, pareil, il y a une personne qui a développé un système plug à notre Slack ou sur un channel. On peut poser une question, c'est quoi les jours de congé offerts par partout cette année? Et là, ça va chercher dans notre wiki ou dans notre outil machin, et derrière, ça nous répond directement de manière textuelle. Donc ça, c'est ouf. Et ça, c'est que le début, parce qu'on a une dizaine de projets qui ont vu le jour grâce à cet outil-là, mais on a vocation en fait, à continuer de le développer. Du coup, quelques conseils pour intégrer l'IA dans vos produits. Un, c'est commencer simple. Nous, on commence toujours, je vous l'ai dit, par des MVP. Notre première version, je vous ai montré, c'est très simple. On fait un appel à OpenAI qui nous répond, on stocke ça en base de données, on l'affiche pour les utilisateurs. Ça suffit. Mais par contre, nous, ça nous a changé la vie dans notre produit, d'avoir cette fonctionnalité. Mais ça a surtout changé la vie de nos clients de l'avoir. Et pourtant, c'est très simple. C'était vraiment 2 semaines de dev. Enfin, vous imaginez quand même, on a galéré 3 ans pour avoir un truc qu'on a développé en 2 semaines. C'est juste trop stylé et c'était vraiment simple à mettre en place. La deuxième chose, c'est former les équipes. Souvent, je me rends compte en fait qu'on peut avoir un décalage énorme de connaissances IA entre des personnes de métiers différents dans la boîte. Quand on parle entre un tech et une personne côté marketing, il peut y avoir un énorme gap par rapport à ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de former toutes les équipes à un minimum de connaissances sur l'IA dès leur onboarding. Et ça, aujourd'hui, en fait, ça nous change la vie en interne parce que, en fait, quand on s'adresse à des gens, on se comprend par défaut. Et ensuite, on continue d'avoir des formations, l'IA Academy, etc. Et puis, on fait beaucoup de formations en interne. On fait aussi des webinars sur l'IA. On fait des événements sur l'IA, je sais partout. Bref. Et ensuite, derrière, c'est intégrer la notion de coût. En fait, est-ce qu'on est capable de maîtriser les coûts ou pas ? Je trouve que c'est encore assez compliqué de savoir combien ça va nous coûter à la fin du mois quand on est sur des conversations, par exemple, dans notre cas, parce qu'on ne sait pas combien de conversations vont être reçues. Donc, on prend des fourchettes hautes, basses, on fait des scénarios un peu complexes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ces scénarios-là, demain, il y aura beaucoup plus de conversations, ça nous coûtera moins cher. Donc, on relativise par rapport à ça, mais c'est vachement important d'intégrer les coûts parce que sinon, on peut aussi se faire exploser, quoi. Et voilà. C'est tout. Merci pour le verre d'eau. Alors on va passer aux phases de questions sur le live stream. Vous pouvez poser aussi vos questions. On va faire en sorte qu'elles soient posées. Et je vais laisser le micro. Qui veut poser la première question ? Je vois qu'il y a une main levée, c'est parfait. Bonsoir, tu as parlé des enjeux économiques et technologiques. Tu n'as pas abordé les enjeux écologiques, parce que l'IA, je pense que tout le monde est à peu près au courant de l'enjeu écologique. Je voulais savoir quelle était la position de partout, parce que j'ai demandé à Jim, mais il m'a renvoyé vers ton service client. Exactement. Écoute, c'est une super question. En fait, l'année dernière, on a été certifié B Corp avec Partout. Donc, on a un énorme enjeu sur la partie écologique. Le problème, c'est que là, donc, on utilise OpenAI, donc c'est pas vraiment les meilleurs. L'IA, c'est pas la meilleure chose d'un point de vue écologique. Là, ce qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est des modèles propriétaires qui auraient un impact carbone qui soit beaucoup plus faible. On n'est pas au point, pour être honnête, pour le moment. On n'arrive pas à des niveaux de performance qu'on pourrait avoir avec les LLM que l'on connaît sur le marché. En revanche, à partir du moment où on pourra atteindre ce niveau-là,
en fait, je pense qu'un modèle propriétaire, ce sera obligatoire chez nous par rapport à notre politique. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Ok, cool. On n'est pas au point, mais on le sera un jour. Bonjour, la question va presque être aux antipodes, mais tout à l'heure tu évoquais effectivement la simplicité de faire des POC, et ça je pense qu'on est plusieurs à l'avoir testé. Pour autant, tu évoques derrière quelle complexité ça pose d'industrialiser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Nous, notre enjeu, vraiment notre marqueur différenciant par rapport à nos concurrents, c'est avoir une interface qui est simple. Ce que vous avez pu voir, c'est par exemple, si je prends l'exemple de Jim, nous, on a une interface, donc c'est 5 sections qu'on peut descendre par défaut qui sont fermées, où on vient choisir des établissements, donner un niveau de connaissance, choisir un temps, etc. Mais en fait, ça reste très simple. Il n'y a pas à aller prompter. Mais en fait, toute cette difficulté de l'industrialiser, en fait, il y a plein de questions qui se posent. C'est est-ce que c'est un même prompt pour l'ensemble de nos clients ? Est-ce que c'est un prompt par client ? Quelle est la taille du prompt maximum que l'on veut donner pour les coûts et des choses comme ça ? Et donc, nous, toute la partie complexité technique, elle est masquée sur l'interface. On l'a fait en interne, mais pour nous, c'est énorme en fait en termes de développement. Ça nous prend énormément de temps déjà de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire. On a d'autres problématiques. Là, j'ai un bon exemple de problématiques qu'on a traitées il n'y a pas longtemps. Il y a certains secteurs, typiquement la santé. On avait un exemple avec un vétérinaire où il y a des questions qui sont posées qui sont d'ordre médical. Du coup, en fait, est-ce qu'une intelligence artificielle peut accéder à ces conversations d'ordre médical pour aller taguer ou pas ces conversations ? Donc nous, on a pris le parti de dire qu'il y avait une espèce d'opt-in de la part de l'utilisateur. C'est est-ce qu'il acceptait en fait de faire en sorte que sa conversation puisse être utilisée via de l'IA, etc., via l'interface. Mais tout ça, ça a été vachement complexe à mettre en place. Et nous, c'est ça que j'appelle la partie complexité pour pouvoir l'industrialiser en fait au plus grand nombre. Voilà. Donc c'est simple sur l'interface, c'est très complexe en termes d'architecture et de développement de notre côté. Ça répond à ta question ? Trop bien. Pose la question quand même. Bonsoir. Merci. Tu as beaucoup parlé de Jim et des autres solutions qui sont pas mal appliquées visiblement, mais peut-être que tu vas m'en dire plus, à du retail. Donc j'imagine que les questions sur du retail, c'est plutôt assez simple dans le sens où voilà, ça tape pas dans des CRM ou autres derrière. Alors moi je suis dans l'hôtellerie, okay. Chez Accor. On a des gros services de contact centers aux 4 coins du monde. Il y a des questions qui peuvent être autour du programme de fidélité, autour de booking, autour de l'assistance d'une résa à faire, à modifier ou autre, des CGV et compagnie, donc un peu plus complexe. On a un historique aussi, je t'ajoute ce layer en plus, aussi de tickets qui sont répondus depuis des années par des agents. Est-ce que vous êtes capable d'aller aussi donc sur du messaging, et tu as parlé aussi du vocal, donc mais bon, ça c'est juste aussi un layer en plus. Est-ce que vous êtes capable aussi d'aller sur cette complexité-là, ou plus compliqué? Alors, tu es en train de spoiler ma roadmap là, mais ouais. Alors, du coup, alors, plusieurs choses. Déjà, tout ce qui va être ticket, support client, etc. Non, on gère pas ça aujourd'hui. En fait, ça n'a pas du tout vocation à faire ça. Jim, son objectif, c'est d'aider à la conversion. Déjà, donc c'est pas vraiment un outil de support client, c'est plutôt un outil d'aide à la conversion. Je dis d'aide à la conversion aujourd'hui parce qu'il convertit pas vraiment. En fait, il va aider la conversion, mais par exemple, dans ton exemple du booking, notre objectif, c'est d'arriver à ça, c'est se plugger du coup à des systèmes de réservation et de pouvoir du coup regarder quels sont les créneaux disponibles pour pouvoir effectuer une réservation ou pas, envoyer un mail qui va bien derrière pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est l'époque qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, je spoil un peu. On fait ça donc pour la partie réservation, mais on fait ça aussi pour la partie catalogue produit. Aller chercher, si je reprends l'exemple du Franprix, chercher tel sandwich, c'est quoi son prix, c'est quoi ses caractéristiques, il y a combien de calories, il y a combien de je sais pas quoi là-dedans. Ça en fait, c'est les tests qu'on est en train de faire, mais en fait, Jim va vers ça. Ça répond. Et j'ai oublié une partie de la question ou pas ? Non, mais j'en ai une deuxième. Ok, vas-y. Si je le laisse, promis. Vu que tu es CPO, on commence à avoir débarqué, mais on n'a pas encore quantifié la valeur, des assistants, des agents qui vont aller se plugger. Alors, je suis pas sûr que t'es plugué sur Atlassian avec du Jira et compagnie, je sais pas si. Alors, on l'est, mais pas depuis notre produit. On l'est pour nos initiatives internes. Et donc, on voit des assistants aujourd'hui qui sont plugués à du Jira, à du Slack, à du Office 365. Et globalement, l'histoire, c'est... je vais éviter d'utiliser le mot traquer, mais l'histoire, c'est d'avoir vraiment une vue à 360 d'un sprint, d'une feature team, d'une tribe et autres.
et du coup n'importe qui presque, on va dire, dans l'orga qui est capable de taper dans cet assistant pour poser une question sur la roadmap, sur le sprint en cours, sur les US, sur limite la méthodologie. C'est quelque chose que vous avez expérimenté, donc là c'est une question plus métier. Ouais, alors pas aussi loin que ça. En revanche, aujourd'hui, directement sur Slack, tu peux poser des questions sur est-ce qu'il existe un bug qui parle de ça. Et là, ça va te sortir, du coup, via Jira, la liste de tous les bugs qui parlent de ce truc-là. Ça, on le fait. Ensuite, traquer les sprints, on le fait pas. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de le faire. En fait, on a un dashboard qui affiche en fait, où on en est des sprints, est-ce qu'on est en avance, en retard ou pas. Bon, on n'a pas vraiment la problématique, donc on l'a pas taclé. Aujourd'hui, on règle les problèmes en fait, qu'on a en interne petit à petit, donc on n'a peut-être pas ces problèmes-là, on ne règle pas ce que tu évoques à 100%. En revanche, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Atlassian, avec Product Discovery qu'ils ont sorti, va faire ça directement. Tu vas pouvoir traquer tes sprints via l'IA, avoir tes insights au même endroit, pouvoir les appeler depuis Slack, etc. Donc je pense que tu devrais peut-être regarder ça. Mais nous, après, on aurait la possibilité de le faire via l'outil interne qu'on a développé là. Donc tu crées un assistant, tu plugs tous tes outils, et ensuite derrière tu lui dis tu réponds en fait via Slack ou via Teams si tu as Teams ou ce que tu veux, comme ça quoi. On pourrait le faire quoi. Avec Jim, vous engagez la réputation et l'image des clients. Est-ce que vous avez eu des problèmes justement d'hallucination ou de réponses qui n'étaient pas conformes à ce que vous vouliez et comment vous les avez gérées ? Alors très bonne question, on avait vachement peur de ça. En fait, alors premièrement, c'est la raison pour laquelle on avait développé le petit chat que je vous ai montré à droite, qui permet de tester finalement Jim avant de l'activer sur tous les points de vente. Après, on s'est vraiment baqué d'un point de vue prompt, c'est qu'en fait, il ne peut pas halluciner. En fait, aujourd'hui, s'il hallucine, c'est vraiment qu'il y a un problème côté OpenAI. On n'a pas eu le cas jusqu'à présent, mais ça fait partie vraiment des choses que l'on traque. Mais on n'a pas eu le cas. Déjà, merci pour la présentation. C'était super intéressant. J'ai une question. Est-ce que vous avez observé des limites sur certains use cases, notamment sur de la réclamation ou des feedbacks négatifs, auxquels ça peut être un peu plus touchy de répondre et où la sensibilité humaine apporte aussi un plus aujourd'hui, enfin hier, puisqu'on est déjà dedans. Donc voilà, est-ce que vous avez observé des limites sur certains use cases ? Alors ouais, je vais parler de use case. Je sais pas si je devrais en parler, mais je vais quand même en parler. Secteur de la santé, je vous parlais d'un vétérinaire tout à l'heure, donc à un moment, un vétérinaire du coup qui nous dit c'était un test qu'on voulait faire avec lui. Il dit je vais pas continuer le test parce que en fait Jim il a répondu un truc, je voulais pas qu'il réponde ça. Il y a une personne qui avait contacté un vétérinaire pour dire que son chien était décédé. Donc le Jim lui répond d'accord, blablabla, très empathique par rapport à tout ça. Il dit je vais vous mettre en relation avec le vétérinaire, blablabla. Ensuite la personne revient 3 jours après pour reposer une question et du coup Jim lui demande si son chien va mieux. Et donc là on s'est dit il y a quand même des petites limites par rapport à tout ça, donc on a désactivé le secteur de la santé. On s'est dit il y a quand même des trucs à faire par rapport à ça, on va le retravailler. Donc pour répondre à ta question, ouais, il y a des limites. On les connaît pas toutes aujourd'hui. En fait, on apprend finalement avec les différentes catégories d'établissements que l'on ajoute petit à petit. Sur le retail, ça marche très bien. Sur l'automobile, ça marche très bien aujourd'hui. C'est des 2 gros secteurs chez nous. En revanche, sur la partie santé, ça marche mieux. Mais voilà, si on peut éviter pour l'instant de le mettre, on évite quoi. On a quand même qui le font. Hein. Voilà. Donc on n'est pas sûr de nous à 100%. Alors on a 2 questions sur le live stream. Tristan, je te laisse la parole. Exactement, on a Olivia H qui nous demande, dans le coût, il y aura aussi le coût du stockage, de la collecte des données et de la sécurité. La question c'est comment est-ce que tu estimes ces coûts ? Alors, c'est pas moi qui le fais. En fait, on a une équipe strat qui travaille vraiment là-dessus aujourd'hui. Donc, eux, ils ont des dashboards. Là, on essaie d'avoir la norme ISO 27000. On travaille dessus pour l'avoir d'ici la fin de l'année. Et du coup, ces questions rentrent en compte là-dedans. Question de coût, question de stockage. Là, on a fait énormément d'efforts l'année dernière où on est passé sur des serveurs green de notre côté. Non pas pour réduire les coûts parce que ça nous coûte plus cher pour le coup, mais pour Bicorp, je crois que c'était pour répondre aussi à la question de la dame tout à l'heure. Et donc en fait c'est notre équipe strat qui le traque. Comment ils font exactement, je sais pas. En revanche, ils nous mettent des alertes en disant attention, on en est à tel niveau de coût,
peut-être faire attention, quoi. Donc là, on avait un enjeu sur les coûts. C'était, pour la petite anecdote, au début, en fait, on s'en foutait des coûts de Jim. On s'est dit, on veut juste qu'ils répondent aux conversations et que nos clients, ce soit juste ouf. Et c'était ouf. Et ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, on va quand même regarder les coûts. On a vu que ça nous coûtait extrêmement cher par conversation. Donc, on s'est dit, on va essayer de diviser ça par 3. Donc, on a réussi à faire le diviser par 2. Là, on arrive au divisé par 3 pour rentrer dans nos clous parce que jusqu'à présent, en fait, c'était à perte, mais c'était un produit en fait d'innovation. En fait, on s'en fichait de perdre de l'argent dessus. Ce qu'on voulait, c'était juste démocratiser les assistants et montrer à nos clients en fait qu'il y a un vrai intérêt pour eux d'avoir une solution comme ça dans le futur. Et on a aussi une autre question de Sophie qui te demande est-ce que c'est prévu de développer votre propre IA ou bien vous comptez rester dépendant des modèles externes? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ou pas du tout? En fait, ça répond aussi à la question de tout à l'heure. C'est une question qu'on se pose, mais aujourd'hui, on n'a pas les compétences pour pouvoir le faire. On aimerait vraiment, en fait, c'est pas développer notre propre IA, c'est développer, je pense, des modèles quand il y en a besoin pour réduire les coûts et pour assurer la pertinence. Typiquement, là, si je reprends l'exemple du vétérinaire, je pense qu'en fait, on serait meilleur, nous, à développer notre modèle parce qu'on connaît les limites et ce qu'il doit faire, plutôt que d'utiliser un LLM quelque part. En revanche, là, aujourd'hui, on n'a pas les compétences pour pouvoir le faire, donc on ne le fait pas, mais je pense qu'un jour, on y arrivera. Et je pense que le futur qui va se dessiner pour partout en termes d'intelligence artificielle, ça va être d'avoir une multitude d'agents qui font des tâches différentes sur des modèles très différents, des modèles propriétaires, des modèles externes, etc. etc. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions dans la salle, je vais faire le runner comme je peux. Bonsoir, du coup, merci pour la présentation. J'avais une question par rapport au souci de confidentialité, parce que du coup, c'est le problème principal auquel on fait face quand on veut ramener de l'IA dans une société. Et du coup, comment est-ce que partout, vous y faites face? Du coup, comment est-ce que vous répondez à la question de confidentialité, du coup? Alors, quand tu dis confidentialité, c'est à quel niveau? Au niveau des données, par exemple, tu parlais de la santé. Oui. Et du coup, en termes de, je sais pas, par exemple, pour un hôpital, clairement, en termes d'accès aux données patients, comment est-ce que tu fais face à ça, du coup? Alors, on n'a pas d'hôpitaux, déjà. Alors, non, en fait, on a certains secteurs pour lesquels, en fait, il y a forcément... Enfin, l'utilisateur doit théoriquement cliquer sur une case à cocher pour dire qu'il accepte de partager ses données à des fins de recherche ou des choses comme ça. Donc, en fait, quand on parle dans une conversation, on ne peut pas mettre une case à cocher. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un petit message, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on configure Jim, il y a un message de bienvenue. Dans ce message, on dit, si vous souhaitez continuer cette conversation et que vous acceptez en fait, de nous transférer vos données pour l'alimenter, en fait, écrivez oui, j'accepte ou j'accepte. Enfin, ça, c'est le client qui définit ce qu'il veut. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, la personne qui contacte, par exemple, l'hôpital, accepte ou pas que ces données en fait, soient transmises à ce moment-là. Et nous, en revanche, chez nous, c'est crypté. En fait, nous, on ne peut pas accéder aux conversations de nos clients à part s'ils nous donnent leur accord pour qu'on puisse le faire à des fins de recherche. Donc, il y a une double confidentialité. Merci pour la présentation, c'était super. Moi, j'ai une question concernant vos méthodes d'itération. En général, ça prend quand même pas mal de temps avant d'obtenir une bonne réponse face à un prompt. J'étais curieux de savoir comment vous faites, vous, pour atteindre justement ce stade-là. Ouais, en fait, j'ai pas parlé de la partie organisationnelle, de comment on est structuré, mais en fait, on a une impact team par produit que l'on développe chez nous. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a 11 impact teams. Et on en a une qui est dédiée en fait à tous les sujets qu'on appelle innovation IA. Et donc en fait, c'est cette équipe, c'est vraiment des experts IA. Quand on leur dit on a besoin d'avoir, des réponses rapidement pour ça, on doit itérer. En fait, eux, ils arrêtent de bosser sur ce qu'ils font pour régler ce problème-là. Et en fait, vu qu'ils sont 5 à travailler en même temps dessus, en fait, ça va vachement vite, quoi. Et d'ailleurs, on se pose pas trop ces questions parce que finalement, nos use cases aujourd'hui, ils sont pas si compliqués. Le plus compliqué, c'était de mettre en place l'architecture technique pour pouvoir supporter tout ça. Maintenant, en fait, qu'on l'a et qu'on continue de la développer et que ça va être beaucoup plus performant, en fait, ces questions elles vont de moins en moins se poser derrière. Et la partie itération, en fait, n'importe quel PM pourra lui-même itérer facilement derrière parce que toute l'archi sera là, quoi. Alors, il nous reste quelques questions. N'hésitez pas à me signaler si jamais vous avez une. Merci beaucoup pour ce talk très, très sympa. J'ai une question, j'ai l'impression que finalement cet assistant est extrêmement utile pour vos clients directs, des clients plutôt business, notamment avec un gain de temps et un gain d'argent. Est-ce que vous avez aussi mesuré une satisfaction pour les consommateurs finaux, une augmentation de cette satisfaction et une amplification peut-être vu qu'il y a derrière?
En fait, merci pour cette question. En vrai, quand on l'a mis en place sur le site de Partout, nous on était notre premier bêta-testeur. En fait, c'était un peu le crash test, quoi. La première journée, en fait, les gens qui nous contactaient, si je dis pas de bêtises, il y a 5 personnes qui à la fin nous disaient merci beaucoup pour votre réactivité. Franchement, c'est super d'avoir un service comme vous. C'est un bot qui a répondu. Nous, on faisait autre chose, quoi, à ce moment-là. Donc en fait, aujourd'hui, si je reprends l'exemple de notre client en cash converter en Belgique, là, il est venu témoigner en fait devant 200 de nos clients la semaine dernière pour dire à quel point en fait il pourrait pas se passer en fait de Jim aujourd'hui parce que il a augmenté sa note moyenne sur les réseaux. Il propose en fait d'ailleurs Jim de pouvoir envoyer le lien pour laisser les notes Google, etc. Donc il a augmenté son nombre d'avis, sa note moyenne, sa satisfaction client. Derrière, il répond plus vite que n'importe qui aurait pu répondre et surtout il répond en fait. C'est pertinent en fait, ce qui répond beaucoup plus même que si c'était un nouveau vendeur qui arrivait dans l'enseigne. Donc en fait, ça augmente à fond la satisfaction client. Et c'est un point qu'on met vachement en avant aussi nous de notre côté parce que côté Partout, ils nous sauvent la vie. Merci pour le talk et bravo pour la maturité produit de ton orga. Franchement, c'est assez impressionnant. J'avais une question, vu qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout tous vos œufs dans le même panier, mais c'est quand même un peu le search, votre cœur de métier un peu historique et la visibilité. Dans un monde où le search est en train de... En fait, c'est quoi l'avenir du search ? Ouais, ok. Tu bosses dans quoi ? C'est quoi l'avenir du search ? En fait, alors, Partout... À la base, je vous ai dit, notre objectif, c'était de diffuser les informations des établissements sur des sites de publication. Mais à l'époque, c'était des 118, 218, 118, 712, etc. On parlait même pas de Google au moment où la boîte commençait à croître. Et d'ailleurs, en fait, on n'avait même pas d'application. Nous, ce qu'on vendait, c'était des PDF après qu'on ait envoyé toutes les informations via Excel à des sociétés, à côté les 118, 218, etc. Ensuite, il y a eu l'arrivée des plateformes type Google, Facebook, tous les sites de publication, les GPS, etc. Demain, en fait, tout ça, nous, on a l'intime conviction que ça va vachement évoluer et c'est déjà le cas aujourd'hui. Quand on regarde, si je reprends un ChatGPT ou si je reprends un Mistral, aujourd'hui, on peut leur demander c'est quoi le resto le plus proche de chez moi ou c'est quoi les restos les plus sympas du 18e. Eux vont aller scraper les données du coup sur les Google, les Facebook, les TripAdvisor, etc. et donner des résultats pertinents. Et donc, je pense, et on pense chez Partout, que demain, en fait, l'avenir de la recherche, il se fera plus forcément sur des sites comme Google, il se fera au travers, en fait, d'applications, mais ça peut être via TikTok, via Snapchat, via ChatGPT, via WhatsApp, etc. Et donc, toute la partie search va évoluer dans le temps. Et nous, en fait, on est déjà prêts pour ça. Et voilà, et on va continuer là-dessus. Mais après, nous, on est experts de cette partie-là, la présence en ligne. En fait, c'est pas là où on met nos gros efforts d'intelligence artificielle pour le moment, parce que intégrer des sites de publication, c'est ce qu'on fait, et on le fait très bien. Ils ont confiance. D'ailleurs, c'est eux qui viennent à nous. En fait, aujourd'hui, c'est nous qui allons les chercher. En revanche, nous, on pense qu'il y a un gros enjeu sur la partie conversationnelle de demain, parce que on se rend compte que nous, en tant que consommateurs, on contacte beaucoup plus facilement et rapidement des marques via des messages qu'en prenant le téléphone, et on pense que ça va continuer d'exploser dans le futur. Là, on voit que ça explose, mais quand je dis que ça explose, c'est juste phénoménal, hein. C'est à coup de 100-200% par an, et je pense que dans quelques années, en fait, ce sera vachement intéressant, quoi. Oui, déjà merci beaucoup pour cette super présentation. Moi j'avais plutôt une question d'ordre un petit peu stratégique et prise de hauteur, puisque tu disais effectivement que déjà il y a de plus en plus de modèles qui se développent, on assiste à une baisse assez monumentale des coûts dans le domaine de l'IA, et finalement ça amène aussi à une baisse une diminution des barrières à l'entrée, potentiellement pour des concurrents. Donc ma question c'est, déjà aussi les modèles forcément sont peut-être plus facilement copiables pour des concurrents qui voudraient aller sur le domaine de Partout. Comment finalement, face à cette situation, quels sont les facteurs clés de différenciation, comment tu te différencies vis-à-vis de dans cet univers, dans cette nébuleuse IA et concurrentielle? Ouais, merci. Je le disais tout à l'heure, déjà, le premier facteur, nous, c'est la simplicité. En fait, configurer... il y a très peu de choses à configurer. Quand tu arrives sur Partout, pour la première fois que tu as souscrit à notre produit de collecte et réponse aux avis, et que tu as l'IA, en fait, tu n'as rien à configurer. Tu as juste à cliquer sur le bouton, il va automatiquement pouvoir suggérer des réponses par rapport à tes avis. Donc en fait, ça c'est déjà fou, tu n'as aucune config à faire.
le truc fonctionne tout seul. Derrière, si tu prends Jim ou pour ce qu'on va faire pour les posts, tu as très peu de config. C'est que tu le remplis une fois que tu l'as rempli, tu n'as plus à y toucher, et du coup ensuite derrière il répond à tes conversations. Alors là aujourd'hui tu dois ajouter des questions-réponses machin, demain tout ça va se faire automatiquement et tu n'auras plus besoin de le faire. Par rapport à nos concurrents, en fait, nous on a toujours une étape d'avance, et ce qui nous différencie vraiment, c'est la partie simplicité. C'est vraiment ça l'élément, mais on a une étape d'avance d'un point de vue technologique parce que on était les premiers à intégrer de l'IA. En fait, aujourd'hui, on travaille sur 15 use cases à côté qui comprennent de l'IA, mais surtout, on s'est différencié d'un point de vue produit. Nous, on a sorti notre produit de message, là, que je vous ai montré avec Jim. Nos concurrents, par exemple, ils n'ont pas tous ça. Cette partie message. Là, ils s'y mettent parce qu'ils voient en fait que ça marche de notre côté, mais nous, on est en train de développer encore un autre truc à côté que eux n'ont pas. Et donc, en fait, on a toujours un coup d'avance là-dessus et en fait, on s'assure de toujours avoir ce coup d'avance. Et malgré le fait que nos concurrents, en plus, sont beaucoup plus gros que nous, ont beaucoup plus de fonds que nous et ont beaucoup plus de développeurs et de PM que nous, pourtant, on arrive quand même à être ultra compétitif par rapport à eux. Voilà. Donc, élément différenciant, c'est la simplicité. Pour les users. Alors moi j'en remets une couche. Dans la continuité de la question du search, mais plus en amont, et surtout que tu avais commencé à expliquer que tu étais pas mal, je crois, sur le référencement au début. Vous étiez sur le référencement. Ouais. Et surtout que là, tous tes clients, c'est quoi? C'est principalement du retail? Ouais, principalement du retail. Voilà, qui ont pignon sur rue en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu leur réponds à la question du référencement de demain? En fait, on a fait une presse il y a 2 semaines là, pour notre Partout Product Show devant 200 de nos clients pour leur expliquer que ça allait changer. En fait, au début, on allait chercher sur les moteurs de recherche. Derrière, ça allait chercher. Au début, on allait chercher sur les annuaires en ligne. Derrière, on allait chercher sur les moteurs de recherche. Ensuite, on allait sur les plateformes genre Facebook. Demain, en fait, on va aller sur des chats GPT, des Snapchat, des WhatsApp, etc. En fait, ils le voient. Et en fait, c'est pas, là, je vais prendre un exemple. Si je prends l'exemple d'Instagram, aujourd'hui, si un de nos clients a une fiche Facebook, mais n'a pas de compte Instagram. Sur Instagram, en fait, on a la possibilité donc, de poster classique tous les posts qu'on voit avec nos potes, mais il y a aussi une fonctionnalité pour aller rechercher des établissements. Si on cherche dans la barre de recherche un établissement qui est référencé, on peut le trouver sur une carte et c'est affiché et on peut avoir quelques informations par rapport à cet établissement. Bon, peu de personnes l'utilisent, mais ça fonctionne. En fait, nous aujourd'hui, quand on vient diffuser les informations sur Facebook de nos clients, automatiquement, vu que Facebook et Instagram appartiennent à Meta, ça va créer en fait ce pin finalement sur la carte d'Instagram pour nos clients. Ce qui fait que si quelqu'un les recherche sur Facebook, ils vont être trouvés. Si quelqu'un les recherche sur Instagram, ils vont aussi être trouvés. Et là, on a travaillé, donc on est sur Snapchat par exemple, sur la carte de Snapchat. Enfin, moi, je ne suis pas utilisateur, mais en revanche, je sais comment ça fonctionne. Mais quand on va sur la carte de Snapchat, en fait, on peut trouver tous les établissements de nos clients dessus. On peut même les rechercher. Et ça, en fait, jusqu'à présent, c'était pas possible. C'est juste que toutes ces plateformes, les Instagram, les Snapchat, les WhatsApp, etc., ils sont en train de s'adapter à ces nouveaux usages. Là, WhatsApp, ça permet de lister des établissements. Là, aujourd'hui, nous, on est capable, en fait, de lister des établissements et de contacter des points de vente via WhatsApp. D'ailleurs, en fait, si je reprends encore l'exemple de Cash Converter Belgique, ils ont fait un post hier. C'est le premier client mondial à avoir équipé WhatsApp sur l'ensemble de ses fiches Google. Maintenant, sur Google, vous pouvez avoir un bouton WhatsApp pour contacter les établissements. Mais en fait, grâce à nous, hier, on a eu le premier use case mondial d'une entreprise qui a équipé tous ses points de vente. Et aujourd'hui, ils ont reçu plein de messages via WhatsApp, alors que ce n'était pas un canal de recherche jusqu'à avant-hier pour des consommateurs. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est en train d'exploser, cette partie de la plateforme. Ouais. Ouais. Et si un nouveau restaurant italien, j'ouvre un nouveau restaurant italien au coin de la rue, ouais. pour me référencer, pour quelqu'un qui va dire je veux un bon italien dans le 18e, j'ai l'impression que c'est vachement balèze de faire une place devant ceux qui sont là depuis 15 ans. Ça dépend. Ça dépend en fait. Le SEO, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. En fait, si tu ouvres un nouveau restaurant et qu'il y a déjà 5 restaurants italiens implantés autour de toi, c'est sûr que tu vas être beaucoup plus de temps. En revanche, en fait, tu as quand même des moyens d'accélérer tout ça. Nous, on a des solutions, tu vois, pour augmenter ton nombre d'avis, ta note moyenne, ta satisfaction, ta réputation, répondre aux avis plus rapidement. Et donc, en fait, quand je dis rapidement, ça peut prendre un an, quoi. Mais dans le monde du SEO d'aujourd'hui. Oui.
Mais demain, c'est la même chose. Ouais, en fait, c'est la même chose. C'est juste que là, ce qu'on connaît en termes de publication sur des sites de publication, demain, ce sera la même chose, mais sur des plateformes. Donc en fait, les plateformes derrière, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont gérer des avis, une réputation, elles vont gérer des messages, tout ce qu'on gère aujourd'hui, sauf que ce sera centralisé sur des applications, quoi. Donc nombre d'avis, note moyenne, les search, le SEO. Mais c'est une bonne question, hein. De toute façon, nous, c'est notre pari. En fait, personne ne sait de quoi demain sera fait en termes de search, mais nous, on pense et on voit ça se dessiner. Je crois, Savinien, qu'avant d'aller courir, il y a un petit verre à prendre avec Jean-Marie. Il a des choses à partager. Ok, ça marche. On arrive à la fin. Il y a 4 ans, tu étais venu pitcher chez WeFit la mise en œuvre des OKR comme levier de performance. Je serais bien curieux de savoir ce que tu vas venir pitcher dans 4 ans. Mais en attendant, donc je m'adresse à toi en tant que CPO, passionné. On a bien compris que tu étais dans les petits papiers de ton CEO en tant que 25e salarié passionné d'IA. Néanmoins, dans ton quotidien de CPO, qu'est-ce que ça a changé dans tes relations avec le business et la tech? Et qu'est-ce que ça change en termes de casting dans ton équipe produit, de travailler sur ces sujets? Ok, qu'est-ce que ça a changé mon quotidien dans la tech et dans le business? Dans ta relation avec eux, en fait. Ma relation avec eux, en fait, ouais, je pense que ça n'a pas changé énormément, sachant qu'ils sont montés en compétence sur ces sujets-là. C'est juste qu'avant, je trouve qu'il y avait une décorrélation entre la tech et le business où on ne se comprenait pas forcément. Je trouve que l'IA aujourd'hui, les personnes, en tout cas côté business, qui s'y intéressent et qui s'y intéressent vraiment, en fait, on parle un même langage et c'est beaucoup plus facile en fait, d'avoir des discussions avec elles sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour un client derrière. Chose qui était vachement plus compliquée dans le passé. Donc, je trouve que ça aide à ça. Ensuite, d'un point de vue... c'était quoi l'autre partie de la question? Ah oui, d'un point de vue casting. De casting, parce que... En termes de casting, en fait, qu'est-ce que ça change en termes de casting? Forcément, on a une préférence pour les gens qui s'intéressent à l'IA aujourd'hui, parce que nous, on est sûr en fait, que demain, il y en aura partout dans notre produit. Donc là, on forme les gens qu'on a en interne, mais si demain j'ai un départ, je ne prendrai pas une personne qui n'a pas de connaissances en IA. Enfin, c'est impossible pour moi de repartir là-dessus. Et quand je dis une personne, ça peut être côté product manager, mais ça peut être aussi côté design, côté data, côté QA. D'ailleurs, j'ai un gros enjeu sur la partie data, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui s'y connaît peu en IA, et pourtant, les équipes de développement commencent à avoir plus de compétences en IA que mon équipe data. Et pourtant, il y aurait tellement de choses à faire. Donc là, ils sont en train de monter en compétences, ça prend un peu de temps, mais on va pouvoir faire des grandes choses avec. Eh ben merci, un grand merci pour toutes vos questions et vos réponses. Alors Savinien, je vais avoir un truc à te demander. Est-ce que tu accepterais de prendre un selfie avec nous pour faire une petite photo de groupe, puisque vous êtes très nombreux ce soir, un grand merci d'être là. Et après, j'aurai une petite surprise pour toi. Parfait, merci. Désolé, la photo, je pense qu'elle est horrible, mais... Et alors, Savinien, un grand merci, tu nous as partagé pas mal de choses. Nous aussi, on aimerait te partager des choses avec toi et t'accompagner dans ton quotidien. Donc, je sais que tu es un peu sportif. Du coup, on t'offre une super gourde WeFit. Attention, c'est la recette magique. Je sais aussi que tu pars bientôt au ski avec ta fille de 3 ans. Du coup, on t'offre un super livre. Alors le livre, je vous le dis, le livre s'appelle « Comment traumatiser votre enfant pour en faire un être inadapté mais génial ». Donc j'espère que ça pourra marcher. Et Savinien, il l'a partagé tout à l'heure, c'est un grand sportif. Quand il met son Strava à côté de son LinkedIn, c'est pas pour rien. Savinien, il va faire un ultra trail très bientôt. Et du coup, on t'offre une carte cadeau pour le vieux campeur. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci à ceux qui sont en live stream. C'est fini pour aujourd'hui, mais attention, rendez-vous pour le prochain événement. Notre prochain événement aura lieu le 10 avril. Je vous fais pas de teasing pour l'instant, parce que ça va être encore une petite surprise. Et on espère vous voir très nombreux. Donc restez pour ceux qui sont là dans la salle. On va pouvoir prendre un verre ensemble et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Savinien que vous n'avez pas encore posées. Un grand merci à vous. Bonne soirée.